Donc moi, le thème de ma présentation aujourd'hui va porter sur les violences reproductives et les actions collectives des femmes au Pérou. Je présente ici juste une partie de ma thèse. J'ai fini mon terrain de recherche il y a quelques mois et j'ai fait 7 mois de terrain au Pérou et au Guatemala et j'ai fait des récits de pratiques militantes avec des membres, des actrices clés du mouvement des femmes dans les deux pays. Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment, d'une thématique dont on ne parlait pas dans les années 90 en période de conflit, que ce soit dans le cas du Guatemala ou dans le cas du Pérou, à la fois les violences sexuelles qui ont eu lieu dans le cadre des deux conflits armés qui ont marqué ces deux pays-là, et le cas plus particulier des stérilisations forcées au Pérou, comment une thématique qui n'était pas discutée au niveau public devient en fait, par une action de politisation, une action qui mérite d'être justifiable. Par justifiable, j'entends mérite une action en justice. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les diverses voix qui se mobilisent autour de ces questions et comment ça influence la manière dont on redéfinit ces questions. J'espère que c'est clair, mais je pourrais répondre si jamais ça l'était moins. Dans le cas de ma recherche, je me suis beaucoup posé de questions sur mon positionnement en tant que femme blanche universitaire du Nord qui travaille sur un mouvement des femmes du Sud. J'étais partie avec l'idée à la base de travailler avec les survivantes de ces violences-là dans les communautés au Guatemala et au Pérou. J'avais déjà travaillé avec certaines survivantes au Guatemala. Mais je me suis vite rendu compte que ma position, à la fois de privilège et les rapports de pouvoir inégaux dans lesquels je me situais, ne me permettraient pas de mener une recherche qui soit à la fois respectueuse et qui respecterait en fait les exigences éthiques de réciprocité qu'une telle recherche devrait mener. Je me suis donc reconcentrée sur la question du mouvement des femmes au sens plus large et aux actrices, aux militantes qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, je l'ai fait à travers des récits de pratiques militantes qui m'a permis d'aller questionner les différentes étapes de leur mobilisation, de leur militance et comment ces thématiques-là étaient venues dans leur travail. Donc pour ça, j'ai fait des entrevues avec à la fois des groupes de victimes au Pérou et des groupes féministes de différentes positions, mais aussi des groupes de femmes, des groupes féministes qui sont plus institutionnalisés que d'autres. Et donc ça, c'est des questions qui marquent en fait le mouvement des femmes dans ces deux pays-là, les tensions entre féminisme autonome et féminisme institutionnel, la reconnaissance des femmes dans leur diversité, notamment en fait les liens entre groupes féministes et femmes autochtones, car les femmes autochtones de ces deux pays-là ont été traditionnellement exclues des lieux de militance féministe qui étaient davantage blancs et urbains. Donc regarder cette question des violences reproductives et sexuelles me permet de regarder en fait comment ces rapports de pouvoir se structurent au sein du mouvement des femmes. Alors aujourd'hui, je vais parler davantage des stérilisations contraintes qui ont eu lieu au Pérou. D'abord, je voudrais revenir rapidement sur le contexte en fait, dans lequel s'inscrivent la politique de planification familiale mise en place par Alberto Fujimori, le président de l'époque. C'est un contexte mouvant en fait, de redéfinition au niveau international des politiques de planification familiale. On parlait avant de contrôle de la population. Puis on est passé en fait à la question de la planification familiale pour arriver dans les années 90 avec la mobilisation notamment des groupes féministes, je pense, du Sud, notamment à Down, qui ont permis de retravailler les questions pour inclure plus de questionnements que les femmes du Sud avaient et qui s'est ressenti en fait dans la manière dont on a commencé à parler de droits en fait reproductifs et sexuels. Donc ma question c'est, on a souvent parlé dans les années 90 que c'était une victoire du féminisme en fait, cette inclusion de cette notion de droits sexuels et reproductifs à l'agenda international, notamment du développement. Et en fait, on peut aussi, le cas des stérilisations forcées au Pérou nous montre que finalement, il y a quand même une certaine continuité dans les politiques qu'on appelait avant de contrôle de la population et l'appropriation du discours féministe sur les droits sexuels et reproductifs. Je vais m'expliquer avec ça tout de suite. En 1995, quand la conférence de Beijing a lieu, c'est le résultat de plusieurs rencontres internationales au sujet des droits des femmes au niveau international, Mexico en 1975, j'en passe. À Beijing, Alberto Fujimori, le président du Pérou, est un des seuls présidents à s'y rendre. Il s'y rend et devant l'Assemblée, il promeut pour la première fois la volonté du Pérou
je remets en contexte, un pays catholique qui refuse le droit à l'avortement, la volonté de mettre en place un programme de planification familiale ambitieux et novateur qui permettrait aux femmes, selon lui, selon le discours qu'il utilise, d'entrer en fait, d'acquérir plus d'indépendance et d'empowerment. Donc il mobilise en fait ce discours-là féministe qui est très présent pendant la conférence de Beijing. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer de fortes tensions au sein du mouvement féministe et du mouvement des femmes péruviens. Pourquoi? Parce que certaines féministes vont le suivre. Certaines féministes vont être « enfin, quelqu'un a compris, quelqu'un nous a entendus, le président va accepter de mettre en place des projets, un projet de planification familiale ambitieux qui va nous permettre à nous de nous émanciper ». Un autre parti du mouvement féministe, en fait, reçoit cette annonce avec beaucoup de méfiance. Pourquoi? Parce qu'Alberto Fujimori est élu en 92 et en pleine période en fait, de la fin en fait, du conflit armé qui secoue le pays depuis les années 70, lui arrive avec une politique de répression très forte et aussi tout un programme de restructuration néolibérale qui passe par ce programme de stérilisation. Donc, il s'appelle le programme de planification familiale et non pas le programme de stérilisation forcée. Mais qu'est-ce qui se passe rapidement? Le programme est mis en place en 1996 et à partir de 1996, les premières contestations, les premières dénonciations commencent à apparaître depuis les mouvements de femmes, et notamment les mouvements de femmes paysannes et autochtones, que loin d'être un programme qui permet aux femmes de s'émanciper, il s'agit en fait d'une politique de stérilisation massive. Les chiffres sont très difficiles à obtenir. On parle de 272 000 femmes. Il y a aussi 30 000 hommes qui ont été dans ce programme-là. C'est un peu la guerre des chiffres en ce moment. Peut-être Rosa pourra l'aborder. On ne sait pas très bien combien le gouvernement refuse de reconnaître le nombre de femmes stérilisées. Donc en fait, c'est une guerre vraiment des chiffres pour savoir est-ce que c'était quelques cas isolés ou est-ce que ça relève d'une politique massive. Donc je voulais remettre un peu ces éléments en contexte là. Je voulais aussi vous dire qu'en 2000, une commission Vérité et Réconciliation est organisée au Pérou justement pour parler des violations de droits humains qui ont eu lieu pendant le conflit armé. Et la thématique des stérilisations, je parle de stérilisation contrainte, puis je vais expliquer pourquoi, est mise à l'écart. On ne le prend pas en considération et on n'en parle pas dans la commission Vérité et Réconciliation en 2000, alors que cette commission Vérité et Réconciliation est souvent citée en exemple comme une de celles qui ont le mieux en fait inclus les préoccupations et les violences faites aux femmes pendant les conflits armés. Donc c'est intéressant de voir que les dissensions du milieu féministe aussi ont fait que cette problématique-là n'a pas été inclue dans les discussions à ce niveau-là. Je voudrais juste revenir sur mon cadre d'analyse rapidement pour vous expliquer comment j'aborde cette question-là. Je parle de violences reproductives pour mettre en fait de l'avant la complexité des expériences des femmes dans leur diversité, donc reconnaître les différents rapports de pouvoir qui ont structuré l'expérience de la violence, parce que c'était des femmes rurales, parce que c'était des femmes pauvres, parce que c'était des femmes quechua hablantées, donc qui parlaient quechua, et des femmes autochtones. Aussi, utiliser un regard intersectionnel pour éviter de réifier l'identité des femmes et d'invisibiliser certaines formes de violences qu'elles auraient pu vivre. Et moi, je n'aborde pas du tout l'aspect économique de ces violences-là, mais ma collègue Rosa va le faire après. Et aussi pour montrer que ces violences sont présentes puisqu'il y a une permanence du colonialisme qui s'inscrit dans le temps long au Pérou et qui s'est exprimée au moment de la colonisation à travers l'appropriation du corps des femmes autochtones comme territoire à conquérir et qui existe encore aujourd'hui comme la volonté de contrôler ce corps et contraindre le corps des femmes autochtones à rentrer en fait dans ce modèle qui est à la fois colonial et néolibéral du Pérou des années 2000. Je voudrais aussi mentionner qu'il y a d'autres rapports de pouvoir qui sont peut-être un peu moins abordés, mais qui rentrent dans ces questions-là. Au moment où les premiers rapports sortent, on se rend compte aussi que dans le nord du Pérou, certains hommes gays ont été aussi les cibles des vasectomies parce qu'ils étaient homosexuels. Donc il y a aussi ces rapports-là de pouvoir liés à l'identité sexuelle et à la diversité et à l'identité de genre.
Je parle plutôt de stérilisation contrainte, simplement pour mettre en lumière que, oui, il y a eu des stérilisations forcées, mais le processus de contrainte a été très très long et a pris différentes formes, notamment avec des menaces qui ont été faites, des visites répétitives des agents de l'État qui venaient voir les femmes, qui leur disaient qu'il fallait qu'elles aillent à la clinique, qu'il fallait qu'elles aillent se faire ligaturer les trompes, mais aussi des formes de violence qui ont été faites juste après les accouchements. Puis ça s'inscrit aussi dans un programme néocolonial de réappropriation de la médecine où on a déstructuré les manières pour les femmes autochtones de ces communautés-là d'accoucher. Donc ça faisait partie aussi d'un programme où les femmes devaient aller accoucher à l'hôpital. Donc par exemple au Guatemala, ça s'appelle plus les comadronas, qui sont comme les marraines qui accompagnent les femmes à aller accoucher. On a déstructuré ce système-là pour forcer les femmes à aller accoucher en milieu médical occidentalisé, dans lequel elles n'avaient pas le choix en fait, de choisir qui allait les accoucher et qui pouvait les accompagner en fait, dans ce processus-là. Un petit mot pour dire que si ces politiques-là se sont terminées, on les retrouve sous différentes manières, mais je l'aborderai dans ma conclusion, encore aujourd'hui à travers différentes formes de politiques publiques au Pérou. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, puis il me reste 5 minutes, je voudrais parler en fait de 3 formes de résistance et d'action collective des femmes et qui correspondent à 3 pans en fait, du mouvement des femmes au Pérou qui se sont mobilisées de différentes manières. Donc d'abord, il y a eu tous les processus de dénonciation publique et la constitution de groupes de victimes à partir de 1996. Une des premières actions, et ma collègue Rosa, une nouvelle fois, va en parler un peu plus que moi, puisqu'elle a travaillé plus spécifiquement sur les femmes de la région d'Anta à Cusco, a été en fait des femmes qui sont venues dénoncer directement à Lima, la capitale, les violences qu'elles vivaient. Donc ça, c'était en 1996 avec Hilaria Supa. Donc elle a mené ce premier travail. Ça a été fait en appui avec certains groupes féministes qui avaient été dans la résistance dès le début en fait, de l'annonce des politiques de Fujimori. Et donc avec cet appui-là, ils ont pu construire les premières dénonciations juste après la mise en place du programme. Parallèlement à ça, on a le premier rapport qui paraît en 1997, qui est écrit par, je vais oublier son nom, Julieta Mayo, merci, puis qui en fait va mettre en lumière les processus qui ont permis ça. Et son travail est rendu possible dans les communautés autochtones dans lesquelles elle se rend. Elle est juriste, féministe, parce que les groupes de femmes là-bas se sont déjà mobilisés. Donc elle s'appuie sur ça pour faire remonter les informations et publier en fait le premier rapport public qui va lancer les premières affaires. Le deuxième point, ça va être ce recours à l'arme du droit. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que puisque les stérilisations contraintes ont été évacuées de la question de la transition, en 2000, en fait, à la fin, quand Alberto Fujimori est obligé de fuir le pays, je ne l'ai pas précisé, mais il est obligé de quitter le pays pour des faits de corruption, en fait, on organise une période de transition avec la commission Vérité et Réconciliation, et on ne reconnaît pas, en fait, les stérilisations contraintes comme faisant partie du projet militaire de répression de Fujimori. Or, Fujimori, puis on n'a pas beaucoup de preuves de ça, s'appuyait sur un plan qui s'appelait le Plan Verde, qui était en fait un plan militaire d'assujettissement des populations autochtones qui était vu comme des menaces, construit comme le terrorisme intérieur, et donc qui devait être mis sous contrôle, sous tutelle, et donc que je cherche mes mots, mais le contrôle de la natalité des femmes autochtones et des femmes rurales était nécessaire à la réalisation de ce projet. Donc, pour l'instant, c'est le combat autour de la requalification des stérilisations contraintes comme une violation de droits humains et donc qui permettrait des condamnations au niveau national dans le système judiciaire reste très difficile à obtenir. Et donc c'est une des stratégies qui est utilisée aussi à la fois au niveau régional, à la Cour interaméricaine des droits humains et au niveau national. Donc il y a beaucoup de mobilisation en ce moment. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est concernant le maintien à l'agenda féministe, finalement, de cette question-là, des stérilisations contraintes. En 2015, en Argentine, après l'assassinat d'une jeune femme, le mouvement Ni Una Menos est créé. Ce mouvement-là va avoir beaucoup de répercussions dans d'autres pays latino-américains, notamment au Pérou en 2016, en août.
ou après un cas d'une agression contre une jeune femme dans la région d'Ayacucho, dont la vidéo est rendue publique. Il y a en fait des mobilisations féministes massives dans tout le pays. C'est une des plus grandes mobilisations que le pays ait connues, féministes, justement pour dénoncer la violence, puis pour dénoncer en fait les cas de féminicide et l'indifférence des pouvoirs publics face au fort taux d'assassinat des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle mobilisation, ces nouvelles mobilisations est portée par des jeunes femmes urbaines, mais la thématique des stérilisations contraintes reste un enjeu central et reste un point central de ces mobilisations. Donc il y a vraiment eu cette assimilation de cet agenda des victimes au mouvement féministe plus jeune lié au féminicide. Et donc cette mise en commun pour pouvoir arriver à mettre en place cette idée qu'il existe vraiment un continuum des violences que vivent les femmes et que donc ce n'est pas simplement une question de féminicide, mais toutes les violences que vivent les femmes dans leur diversité font partie de ça. Il faut aussi souligner que le mouvement féministe au Pérou, puis je pense que le mouvement féministe, que ce soit en France ou au Canada, est traversé par des rapports de pouvoir et donc inégalitaires, et que forcément cette assimilation dans les nouvelles mobilisations féministes soulève aussi parfois quelques questions, notamment un des slogans est « Nous sommes les filles des femmes que vous n'avez pas pu stériliser », donc il y a cette question d'héritage. Et puis, mais il y a aussi cette question que c'est une prise de parole au nom d'eux également dans ces mobilisations qui se situent davantage dans des espaces urbains que dans les communautés où vivent ces femmes. Je n'ai pas parlé des conséquences des stérilisations contraintes, mais on en parlera un peu plus tard. Et ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle mobilisation, j'ai mis la photo derrière moi, mais je ne suis pas sûre que la qualité soit vraiment très belle. La dernière photo qui est juste derrière moi, en fait, représente une des manifestations. Et c'est intéressant de voir comment l'art dans l'espace public est mobilisé justement pour sensibiliser. Donc, en fait, pendant les manifestations, les femmes se peignent les jambes en rouge et portent des utérus avec des numéros pour montrer, en fait, le nombre de femmes qui ont été stérilisées et pour mettre dans l'espace public cette violence-là qui était vue comme une violence qui était seulement vécue dans l'espace privé. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné également dans mon premier point, c'est que pour les groupes de victimes, il y a aussi tout un travail de mise en récit, en fait, de redéfinition depuis le point de vue quechua sur la manière de raconter comment les violences ont été vécues. Et le projet Kipu, dont la deuxième photo est affichée ici, et un de ces exemples, le Kipu, c'était un instrument pour raconter les histoires en culture quechua. Et donc, en fait, ce projet-là a disséminé des téléphones un peu partout au Pérou, et a demandé, et en fait a proposé aux femmes qui le voulaient de en fait, témoigner sur les violences qu'elles avaient vécues. Donc il s'est organisé, les récits qui ont été collectés sont organisés en fonction de la manière de raconter ces histoires-là. J'en arrive déjà à ma conclusion. Et en quelques mots, je voudrais conclure sur ce que je viens de dire et vous montrer aussi que les stérilisations contraintes sont juste une partie des différentes formes de violences reproductives que vivent les femmes, en fait, dans mon cas, au Pérou ou au Guatemala, mais j'aborde vraiment que le cas péruvien. Que, en fait, c'est pas simplement les stérilisations contraintes, mais toute une panoplie de contraintes liées à la reproduction qui s'appliquent, notamment, par exemple, pour le choix de la contraception dans lequel on va favoriser des contraceptions sur le long terme et non pas des contraceptions telles que la pilule. On va, par exemple, proposer le Depo-Provera, qui sont des injections dont on ne connaît pas forcément les conséquences sur la capacité reproductive des femmes, mais aussi le non-accès à des services de santé culturellement adéquats qui limitent en fait les possibilités pour les femmes d'approprier leur manière de gérer leur vie reproductive. J'aimerais terminer ma présentation et faire le pont avec ce qui a été dit au dernier panel. Je suis une chercheure qui a une posture féministe qui essaye d'être intersectionnelle. Je dis essaye parce que je pense que c'est un travail qui se fait tout le temps, c'est un effort qui doit se faire constamment, comme on l'a dit un peu plus tôt, de questionnement sur soi, sur son positionnement, sur ce qu'on fait. Mais je pense aussi que, et je voulais terminer avec ça, en regardant ces cas-là de mobilisation du mouvement des femmes, que c'est important, et je vais le traduire et le lire en même temps que je dis, que c'est important d'écouter les voix que les femmes ont plutôt qu'essayer de leur donner un espace, parce qu'elles ont déjà leur voix, et aussi que c'est important d'affirmer les capacités autochtones à
en fait s'exprimer sur les sujets et ne pas vouloir imposer une vision féministe des thématiques dont on parle. Alors je reconnais que moi, la mienne, ma grille de lecture à moi est féministe intersectionnelle, mais qu'il y a d'autres aussi manières d'aborder ces thématiques-là. Merci.